Bonjour une nouvelle fois mes chers amis et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors je ne regarde pas le petit point vert, c'est pourtant là qu'il faut que je regarde et en fait je regarde ma tête qui est en train de parler là. Bon, voilà, donc bienvenue sur l'espace correspondant au site mécaniqueuniverselle.net, l'espace YouTube correspondant à ce site. Et sur ce site, eh bien, j'essaie depuis, bien modestement, depuis 25 ans maintenant, de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, dans tout le phénomène humain, se dirige, grâce à nous, grâce au travail forcené de chaque être humain, grâce au travail complet, au travail admirable, au travail altruiste, au travail généreux, puisqu'on laisse tout ici. Hein. Une fois qu'on a fini notre danse, eh ben, on laisse tout. Qu'on soit riche, pauvre, voilà. Tout ce qu'on a fait, on le laisse à l'expérience de l'humanité qui va vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'extase. C'est l'accession facile à l'extase, au bonheur suprême, au souverain bien, à l'éveil, au nirvana, peu importe comment on appelle ce terme, cet état de conscience complètement différent qui n'a pas d'équivalent dans la vie ordinaire. Quand on vit normalement, on est dans un état de conscience où c'est le moi qui parle, c'est l'ego. C'est en fait ce qui vit la plupart du temps, c'est notre ego qui vit à travers tout ça, quoi, hein, à travers voilà, ce corps, notre corps, notre esprit, c'est l'ego qui parle, qui pense, qui vit, etc., etc. Et parfois, moi, par exemple, ça a été par accident, hein, c'est-à-dire que ça m'est tombé dessus. J'ai pas eu un accident, mais je me suis retrouvé dans un état d'extase au tout début de la mécanique universelle, au tout début de ce site, et j'avais le sentiment d'avoir accompli tout mon travail, et donc je suis tombé dans cet état d'extase, et j'ai compris à quel point c'était quelque chose d'incroyable, et à quel point c'était ça le bonheur suprême, à quel point les grands spirituels, les penseurs avaient compris ce qui se passait derrière, donc ils avaient expérimenté ça. Mais voilà, c'est ce que dit Bouddha, mais des Bouddhas, il y en a eu des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont expérimenté cette extase. Sauf que Bouddha, il l'a transmis à l'humanité. Mais cette expérience, elle est pas unique. Hein. Le soufisme vit ça, voilà, tous ceux qui cherchent à l'expérimenter, et dans toutes les grandes religions, il y a des chercheurs d'extase. Voilà. Alors, ça c'est pour l'introduction. Évidemment, cette accession à l'extase facile, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Hein, on voit bien qu'on n'est encore pas complètement au point. D'abord, on n'a pas encore pris conscience de ce qu'on cherche à réaliser intuitivement, de ce qu'on construit sans le savoir, inconsciemment. Donc ça, c'est la prochaine étape, prise de conscience. Qu'est-ce que nous sommes en train de construire? Et à partir de ce moment-là, comme c'est une accession totale de l'ensemble humain. C'est pas un petit groupe humain qui peut atteindre l'état d'extase, de sagesse absolue, de Bouddha en somme, et puis les autres non, parce que c'est dans cet état d'extase, on est vulnérable, on n'est que de l'amour, donc voilà, on pourrait pas cohabiter entre des guerriers et des extatiques, ça pourrait pas. Donc c'est bien l'ensemble humain qui doit accéder à ça et donc qui doit être conscient de ça. Donc d'être fraternel, même si ça se fait progressivement, avec certains qui l'atteignent, d'autres qui ne l'atteignent pas tout de suite, mais il faut que l'humanité soit unifiée,
unifié par le cœur également, par la bienveillance, par la fraternité. Il faut qu'on accède à la fraternité absolue. C'est pour ça qu'il faudra encore quelques siècles pour atteindre cette fraternité absolue. Mais on l'atteindra. La paix universelle, on l'atteindra. La fin des frontières, on l'atteindra, etc. C'est sur notre route. C'est notre destinée. C'est tout ça que je cherche à éclairer de façon la plus rationnelle possible. C'est pas, voilà, c'est pas un truc comme certains disent, perché, voilà. Est-ce que tu es perché? Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est vrai, pour moi, hein, maintenant, peut-être je me fais des illusions sur mon travail, mais c'est quelque chose que je cherche à déterminer de façon rationnelle. Nous étions là, des primates naturels, nous sommes là, des humains, des hommes constructeurs, voilà, et nous allons là, vers l'humain abouti, vers l'homme parfait, voilà, dont parle le soufisme, l'humain réalisé, voilà, on va vers cela, et on construit ça pour nos futurs descendants. Et c'est là où nous sommes des altruistes absolus, parce qu'en réalité, on ne peut même pas se projeter sur ceux pour qui on travaille. On travaille pour 10, 15 générations, peut-être, je ne sais pas. Donc on ne peut pas. Et c'est pour ça que souvent, quand j'en parle, certains états d'esprit, certains psychismes vont me dire « mais on s'en fout, on ne sera pas là ». Parce que si c'était pour eux, encore, si c'était dans le prolongement, ça irait. Si c'était pour leurs enfants, ils peuvent encore y penser. Pour leurs petits-enfants, ils peuvent y penser. Mais après, au-delà, c'est fini. Dans un siècle, et pourtant, c'est leurs petits-enfants qui seront là. Donc, normalement, si on était un peu plus éveillé, on pourrait comprendre qu'on devrait avoir pour ses descendants futurs dans 3, 4, 5 siècles, 10 siècles, on devrait avoir le même amour qu'on a pour nos futurs petits-enfants, qui ne sont pas encore là, mais qui, quand ils viendront, eh ben, si on a la chance d'être là, on va les aimer. De cet amour comme ça, eh ben, c'est pareil pour ceux qui seront la déclinaison de toute cette aventure. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie un peu sur des ouvrages, et là, en ce moment, je travaille sur ça, Les Maîtres du Zen, d'un livre de Masumi Shibata. Et donc, c'est l'histoire de tous ces maîtres qui ont amené le zen au Japon. Alors, eh bien, c'est la deuxième vidéo. Il y a eu l'introduction, et là, c'est le premier qui s'appelle Yosai, Eizai, par le commun souvent nommé Eizai, ou Eizai, je ne sais pas, par le commun des Japonais. Il naquit en 1141 dans la banlieue de la ville actuelle de Okoyama. Alors, je ne vais pas lire le livre est intéressant, je ne l'ai pas lu, hein, mais c'est vraiment, pardon, je suis désolé, mais voilà. Il est intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à ça. Mais je ne vais pas le faire sous cet angle-là. Je vais juste reprendre ce qu'ils ont écrit. Il y a des petits paragraphes qui ont été écrits par lui, hein, voilà. Et je vais les commenter. Je vais faire des petites incartades, voilà, comme on me l'a suggéré. Alors je commence. Combien grand est l'esprit? La hauteur du ciel est impossible à mesurer, mais l'esprit va encore au-delà du ciel. L'épaisseur de la terre est impossible à mesurer à l'époque, hein. Mais l'esprit va encore au-delà de dessous la terre. Il est impossible d'aller au-delà de la lumière du soleil et de la lune. Mais l'esprit va au-delà de la surface de la lumière du soleil et de la lune. Alors ça a été écrit il y a 1000 ans, hein, un peu plus.
Non, un peu moins, pardon. 1000 ans, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que il parle de l'esprit qui va au-delà. Et là, les scientifiques commencent à déterminer qu'ils sont en train de se poser la question, est-ce que la conscience est quelque chose qui est intérieur à nous ou est-ce qu'elle est au-delà de nous-mêmes? Est-ce qu'elle est à un autre niveau? Un niveau qui est vraiment particulier, puisque par exemple dans les expériences de mort imminente, ce qui est dit, c'est « je me suis retrouvé au-dessus de la table d'opération, je me suis retrouvé, je vous écoutais parler, je voyais les gens, etc. etc. » Et on retrouve beaucoup de ce type d'expérience. Donc, comment se fait-il que l'esprit peut se retrouver comme ça à l'extérieur de lui-même? Il y a certainement une raison. Et c'est clair que la science comprendra ça. Elle expliquera cette étrangeté qui fait que, comme elle est en train d'expliquer que l'apparence, les choses telles qu'elles se présentent à nous ne sont pas la réalité complète, parce qu'on est constitué d'immatérialité. On est constitué d'atomes qui, au final, ne sont plus que de l'immatériel. C'est plus que de l'énergie, plus que voilà, quelque chose qui est autre chose. Les bosons de Higgs, les quarks, les ions, etc., etc. Les électrons, On est constitué de ça, et tout est constitué de ça. Donc on est en fusion avec ce tout. Et là, cette idée que l'esprit est au-delà de tout ça, et c'est clair que l'esprit peut se projeter au fond de l'univers. Et que fait une particule élémentaire quand elle est, il y a un terme, elle est enchevêtrée avec une autre? Comment se fait-il qu'une particule élémentaire à des milliards de kilomètres peut influencer une autre particule élémentaire qui sont enchevêtrées? Qu'est-ce qui se passe voilà, tous ces mystères, eh bien l'humanité les éclairera les uns après les autres. L'humanité comprendra ce qu'il y avait avant la naissance de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce que nous appelons la mort? Comment? Sur mon site, j'ai essayé de démontrer que dans la mort, on passe tous dans le moment entre la vie et la mort, dans cette partie-là, elle se passe toujours dans l'extase. Le cerveau passe toujours au niveau de l'extase. Et dans l'extase, il n'y a plus de peur de la mort. Alors comment on explique cette chose-là? C'est quand même, pour l'instant, ce n'est pas démontré qu'on passe par l'extase. Mais les scientifiques finiront par mettre des électrodes et puis regarder ce qui se passe chez un mourant. Et c'est clair qu'on démontrera ce que j'explique, tout simplement parce que c'est une obligation. Quand l'esprit finit par accepter, et il est obligé à un certain moment d'accepter de lâcher prise, de ne plus résister à la mort, parce que cette résistance à la mort, c'est ce qui fait qu'on fait tout pour se préserver, pour se garder en vie. C'est une sauvegarde pour l'être humain. C'est quelque chose qui est très important, ce désir de vivre, cette résistance à la mort. Mais à un certain moment, l'esprit, forcément, il abandonne. Et quand il abandonne, l'ego disparaît et l'extase apparaît. Parce que c'est ça, en fait. L'extase, c'est juste l'ego qui abandonne c'est l'esprit qui abandonne l'ego. Et donc, on tombe obligatoirement dans l'extase, dans ce mécanisme. Quand je suis tombé dans l'extase, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait d'ailleurs. Je continue, ça continue un peu. Le mégachiliocosme, alors je ne sais pas ce que c'est, mais c'est l'univers, je pense, est impossible à mesurer. Mais l'esprit va encore en dehors du mégachiliocosme. Est-ce le grand vide? Est-ce énergie spirituelle? Mais l'esprit contient le grand vide et il engendre l'énergie spirituelle.
quand on fait l'expérience de l'extase, on comprend. Le ciel recouvre et la terre soutient, d'après le moi. Le soleil et la lune passent, d'après le moi entre guillemets. Les 4 saisons changent, d'après le moi, l'ego, on parle. Des milliers de choses se produisent, d'après le moi. Combien grand est l'esprit? Voilà. Les maîtres du zen authentifient leurs expériences à l'aveuglette, tirant orgueil de ne tenir aucun compte des écritures. Et le zen se base sur le vide dans un mauvais sens. Yosai répond à cela. Le zen se base sur le complet. En japonais, yen, qui signifie à la fois le parfait, est un cercle, qui est l'essence du lotus, de la bonne loi. En conséquence, les pensées maîtresses du Tendai et du Zen se rejoignent. J'ai pas compris là. C'était lié à... Bon, bref, peu importe. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour cette vidéo. Je vais arrêter là. Eh bien, si vous pensez qu'il est temps de commencer à s'intéresser à où nous allons, que ça écarterait pas mal de dangers, parce que si on travaille tous à la même œuvre, si on commence à comprendre qu'il est plus intelligent de travailler tous à la même œuvre que de travailler par antagonisme, bon, c'est plaisant, c'est la compétition, etc. Et c'est moins plaisant quand c'est la guerre, la violence, la prédation, etc. Mais c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à présent. C'est le principe de l'évolution inconsciente. Et pour un être humain, c'est pareil. Voilà, c'est exactement pareil. On peut être un couple, on peut fonctionner en antagonisme et progresser à travers cet antagonisme. Ça a été le cas de mon père et de ma mère, et c'est peut-être pour ça que je veux unifier l'humanité. N'arrivant pas à les unifier, ces deux qui se bagarraient, mais jusqu'à la fin, ils l'ont vécu absolument comme ça. Eh ben, c'est pas génial, c'est pas ergonomique, c'est pas très intelligent, parce que tout le monde en souffre, tous les enfants en souffrent, eux-mêmes en souffrent, ils comprennent pas trop ce qui se passe, et bon, bref, il aurait fait en complémentarité, en amour, quoi, tout simplement, ça aurait donné complètement autre chose. Alors bon, ça aurait peut-être pas donné la mécanique universelle, parce que évidemment que c'est les déséquilibres qui font que, souvent je me plais à dire que si Vincent Van Gogh avait eu des parents adorables, parfaits, il aurait pas été peintre peut-être, et c'est valable pour Antonin Artaud, pour un paquet d'artistes qui heureusement ont eu des traumas, etc. Et ça fait partie en fait de la façon dont on évolue, évidemment. Mais c'est pas conscient, quoi. Voilà. Et on ira vers cette conscience. Donc, à un certain moment, ça paraît intéressant de commencer à se poser la question de où nous allons. Alors, si vous pensez que ça pourrait commencer à être le moment, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez donc vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez participer si vous avez des compétences techniques pour améliorer le site, etc., ou philosophiques, ou des pensées, ou compétences ou non, parce que j'en ai pas, moi. Et voilà, je travaille comme ça, donc tout le monde est le bienvenu. Voilà. Et je vous dis
merci de votre présence. Et puis, voilà. Et j'étais un peu euphorique, c'est un moment comme ça. Donc, ça change. Merci à vous, en tout cas, de tous les mots et puis même les mots non dits. Mais votre présence suffit pour que je me sente bien à continuer ce travail. Merci en tout cas, voilà. C'est un travail collectif, tout simplement. Merci.